Eh bien, il est 20h05, les amis, nous allons commencer. Je redis pour les derniers arrivés, donc moi je m'appelle Françoise Vernet, j'ai la joie et le plaisir d'animer cet échange ce soir avec Muriel, Gilles et Manu, que je ne vais pas tarder à vous présenter. Gilles Davot, presque tout le monde le connaît, mais je vais quand même refaire un petit historique. J'aime bien l'appeler le passeur de cuisine simple et bonne, un formateur conseil, mais aussi auteur et conférencier, spécialiste de cuisine alternative. D'ailleurs, le manuel de la cuisine alternative était sorti en 2011, qui était quand même un ouvrage majeur et qui reste toujours disponible et largement acheté. Emmanuel, qui lui a fait l'école du livre et qui a entièrement coordonné le projet éditorial du manuel de cuisine alternative dont je viens de parler et qui est le techno de l'équipe, voilà, sans qui nous ne serions pas là ce soir. Et enfin, Muriel, qui est la tisseuse de liens, qui aime transmettre la connaissance et les idées de génie au plus grand nombre et qui nous racontera à la fin de cet échange entre nous tout ce qui va se passer sur cette formation. Voilà. Alors, pour commencer, on vous a posé un certain nombre de questions quand vous vous êtes inscrit à ce webinaire et on avait à cœur de partager avec vous les réponses que vous aviez apportées. La première question était sur vos légumes préférés. Alors, numéro 1, la carotte. Est-ce que Gilles, tu as une carotte ce soir? Non, 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 j'ai délégué mon représentant légal. D'accord. Ensuite, la courge sous toutes ses formes, que ce soit butternut, potiron, potimarron. Le poireau qui est déjà sorti dans vos plats préférés d'ailleurs. La tomate, les choux, ce qui est assez étonnant, du chou-fleur au chou de Bruxelles en passant par le chou chinois, le chou rouge, le chou rave. Ensuite, la courgette, l'aubergine, l'épinard, le poivron et pour finir, le fenouil. Délicieux d'ailleurs, la salade de fenouil cru. La deuxième question qu'on vous avait posée, c'était quels étaient les freins que vous rencontriez à la cuisine des légumes? Alors la première chose que vous avez évoquée, c'est bien entendu une contrainte de temps, parce que cuisiner les légumes, ça veut dire les éplucher, les découper, les nettoyer, et puis parfois une cuisson qui peut être longue. Vous avez également évoqué le manque d'inspiration ou de variété avec l'impression de faire toujours les mêmes recettes et d'avoir des associations un peu figées. Et c'est vrai qu'il y a un moment où ça peut être rébarbatif. Vous avez évoqué une absence peut-être ou un manque de compétences et de savoir-faire, ne pas savoir cuisiner certains légumes, comment on associe les épices. Enfin, l'assaisonnement et le goût, comment rendre appétissant et notamment quand on a des enfants et leur donner envie de manger des légumes. Les modes et les durées de cuisson entre, cuisson à la vapeur, cuisson mijotée, cuisson au four, cuisson wok. C'est pas toujours évident de savoir exactement comment, préparer nos légumes et enfin la gestion des déchets et leur conservation. Qu'est-ce qu'on fait des épluchures? Quand on a fait le marché le lundi, est-ce que le vendredi, les légumes qui ont été au frigo sont encore bons à consommer? Est-ce qu'on s'en veut pas de ne pas les avoir consommés? Voilà. Donc tout ça, c'est, les réponses que vous nous avez fournies et auxquelles, bien entendu, on a à cœur de répondre. Alors, bien entendu, une de mes premières questions, Gilles, puisque l'idée, c'est vraiment d'être dans l'interactivité maximale avec les personnes qui sont là avec nous ce soir. Par rapport à ces freins ou à ces questions, est-ce que tu peux nous parler de ta manière à toi d'aborder les légumes? Oui, alors en fait, j'ai choisi ce thème pour ce webinaire de ce soir, dans cette période un peu particulière, là, puisque pendant une semaine, pendant cette année de création du programme, on propose ici, cette semaine, la possibilité de souscrire à ce programme qui sortira à la fin de l'année et dans lequel j'ai mis une suite extrêmement complète de méthodes que j'ai vraiment testées sur le terrain, notamment sur les légumes. Et quand vous citiez tous les plats, la caponata, les lasagnes, les wok, les jardinières, les quiches, enfin toutes les choses que vous nous avez citées dans le chat au départ, moi j'ai eu l'occasion, en tant que cuisinier, en tant que formateur, de faire des dizaines, des centaines, et en fait des milliers de plats différents mais à partir de techniques, des salades de cuidité, de crudité, des légumes avec des sauces, des légumes, avec des épices, liées ou non, des légumes, dans des crêpes farcies, dans des briques, dans des nems, dans des beignets, des légumes sur des brochettes et puis tous ces plats complets ensuite qu'on peut faire sous forme de tarte, de
préparation avec des céréales, des riz garnis, des arlequins, comme j'appelle, avec en déclinant toutes les céréales et tous les légumes. Et puis, des légumes farcis, des crumbles, des parmentiers, toutes ces choses-là, en fait. Tous ces plats qu'on attend pour nous inspirer, on espère qu'ils vont pas nous prendre de temps. Et il y a vraiment moyen pour ça. Mais on a vraiment besoin de retrouver un contact avec ces aliments, de retrouver un lien avec ces légumes. Mais justement, ça veut dire quoi retrouver un lien avec ces légumes? Parce que c'est assez, je pense, ça reste assez, enfin voilà, questionnant en tout cas pour la majorité d'entre nous. Alors, en fait, on n'a pas vraiment de formation. Ce qu'on connaît des légumes, c'est souvent des recettes, Mhm. qu'on a vues, qu'on a essayées, qu'on a appréciées. Mais, depuis quand même plus d'un siècle, on est passé à une société, où on est assez loin de l'endroit où sont produits les légumes. Alors il y a ceux qui ont la chance de faire un potager, mais une des premières façons de retrouver un lien avec les légumes, c'est d'aller là où ils sont produits ou de rencontrer ceux qui les produisent pour échanger, de créer ce rapport de confiance. Mais aussi, quand on a possibilité comme ça d'avoir une rencontre en circuit court avec ceux qui produisent les légumes, on est tout de suite en phase avec les saisons, avec ce qui pousse pas loin de chez nous. Et évidemment, tous les bénéfices de la fraîcheur, de la qualité, de l'information et puis ces rythmes qui changent, au fil des saisons. Et en effet, rencontrer les légumes, c'est aussi d'abord, les connaître en tant que famille. Qu'est-ce que ça veut dire légumes? Ben, la définition du dictionnaire, elle est vraiment intéressante parce que elle nous dit: «Les légumes, c'est les parties comestibles de plantes potagères». Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, dans une plante, vous savez, hein, il y a des racines, il y a des feuilles, des tiges, des fleurs, des fruits et cetera. Et en effet, les légumes, on les connaît, par exemple, les radis, bah, c'est la racine qu'on mange, hein, l'asperge, c'est la tige, le chou-fleur, ou le brocoli, c'est la fleur. Heu et ce qui va être très intéressant, c'est de comprendre que, cette position des légumes et cette connaissance, et de l'appréhension du légume par la plante dans laquelle il est produit, nous informe, en fait, sur la manière dont on pourrait les cuisiner. Moi, j'ai vraiment des récits, comme sur tous les produits, que j'aborde dans mes formations, des récits sur les légumineuses, sur les céréales et sur les légumes. Vous voyez, il y a, je pense vraiment à un légume en particulier, c'est le fenouil. Le fenouil, c'est un bulbe. Le bulbe, c'est ce qui est entre les racines et la tige. C'est quelque chose de très particulier et je pense que tous ceux qui sont en ligne là aujourd'hui, vous pouvez, savoir que, la plupart du temps, quand vous commencez un plat dans lequel il y a des oignons, un bulbe, vous commencez par les oignons. Et en effet, heu, entre les racines qui sont souvent sucrées, qui sont la réserve de sucre de la plante à partir de laquelle elle va se développer, et puis la tige dans laquelle la sève passe, une sève qui est souvent un peu amère avec, l'essence, le parfum, de la plante, il y a ces bulbes qui sont très particuliers, qui sont un peu forts quand ils sont crus, mais quand ils sont surcuits, ils basculent dans le sucre. C'est pour ça qu'on commence les plats par les oignons et quand les gens redécouvrent le fenouil comme un bulbe, c'est une vraie révélation. J'ai entendu, mais des centaines de fois, des gens dire: «Mais ah, je croyais que j'aimais pas le fenouil». Simplement, on a pris le temps de le compoter au départ avant de rajouter d'autres légumes. On pourrait parler comme ça des tiges, des feuilles qui font des effets millefeuilles dans les plats parce que les feuilles sont très tendres et quand elles s'écrasent en cuisant, vous avez des structures très moelleuses dans les plats. Les tubercules qui poussent sur les rhizomes et qui sont des réserves encore plus riches, en sucre que les légumes racines, hein. Vous savez, ces légumes durs, les carottes, les navets et cetera. Bah, les tubercules, eux, sont aussi des réserves de sucre, mais encore plus riches en sucre et en amidon et par leur richesse en amidon, elles vont donner de l'épaisseur à une préparation, de la douceur aussi et elles vont avoir un effet liant. Donc, appréhender les légumes dans leur partie de la plante, c'est déjà une grande clé. Et puis après, réfléchir si dans le plat qu'on prépare, on a envie d'avoir les légumes comme ci ou comme ça. Est-ce qu'on cuit, est-ce qu'on cuit pas? Et ça, c'est vraiment le sujet après pour vraiment être beaucoup plus à l'aise pour décliner tous les plats comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure.
Alors, une des grandes questions que l'on pose assez régulièrement, c'est que finalement, est-ce que quand on cuit les légumes, est-ce qu'on perd pas trop et notamment au niveau nutritionnel? Voilà, ça inquiète souvent les gens et notamment les défenseurs du cru. Toi, quel est ton avis sur ces questions-là? Alors, moi, je crois que pour répondre à cette question-là, il faut faire comme Bugs Bunny, il faut dégainer sa carotte et comprendre qu'est-ce que c'est qu'un légume. Un légume, les légumes, ils nous intéressent parce que on sait qu'ils ont des propriétés intéressantes. On nous a dit qu'il y avait des fibres. On ne sait pas très bien ce que c'est les fibres, mais qu'on en manquait et qu'il fallait manger 5 fruits et légumes. Et ben, en fait, ce qui nous intéresse dans les légumes, c'est des vitamines, des sels minéraux, du goût, des sucres. Mais tout ça, c'est dans de l'eau. Parce que cette carotte, elle contient 87% d'eau. Si on va après sur la courgette, sur ces légumes courges, ces légumes fruits qui se sont gorgés de l'humidité de la plante à la saison chaude, on a jusqu'à 95% d'eau. Du coup, c'est une eau qui contient beaucoup de nutriments qui nous intéressent, mais elle est tenue debout par des fibres. La cellulose, la pectine, des fois la lignine même se développe, hein, et notamment dans les légumes tiges avec ces fils qu'on peut euh, enlever pour avoir des tiges un peu croquantes, assez douces, ou couper de façon perpendiculaire pour pas être gêné par ces fibres digestivement. Et en fait, c'est pour avoir accès à cette eau riche en vitamines, la première solution, c'est de faire comme Bugs Bunny, c'est de croquer, c'est de casser ces fibres avec nos dents pour avoir accès à ce jus, à ces parfums, à ces goûts. Mais c'est difficile de manger tout cru et c'est compliqué digestivement quand on se met à manger beaucoup, beaucoup cru. Et c'est beaucoup plus intéressant de voir que cette tradition de l'espèce humaine de cuisiner, c'est-à-dire de cuire les aliments, elle a des raisons. Et ce qui va se passer quand on va cuire les légumes, c'est qu'on va attendrir ces fibres. Ça se passe pour la pectine et la cellulose à partir de 80-85 degrés. Le légume devient tendre, il va pouvoir libérer beaucoup plus puissamment ses arômes dans un plat. Ça va être plus facile à mastiquer, à mâcher, à insaliver. Et puis, ça va faire aussi un effet de sauce sur les aliments qu'on accompagne. Et, euh, et puis, à partir de ça, cette compréhension, c'est de se dire, on a différentes façons de cuire au fond pour transformer les légumes suivant les plats qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut du jus? Est-ce qu'on veut du sucre? Est-ce qu'on veut quelque chose de très simple parce que j'ai pas le temps? Est-ce qu'on veut... moi, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a mis les plats, les légumes rôtis au four. Bah, c'est vachement bien. C'est très, très bon. C'est extrêmement gourmand. C'est un peu long. Ça peut être intéressant d'avoir une pré-cuisson à la vapeur. Et en fait, dans cette pédagogie que j'ai utilisée et qui a intéressé aussi bien des particuliers que des professionnels, s'arrêter sur les modes de cuisson, c'est très intéressant. Et c'est ce qu'on va faire, si vous voulez. Maintenant, je vais vous partager une vidéo. En fait, ça n'est pas une vidéo du programme, ce sont des extraits très courts, extraits de leçons sur un mode de cuisson de légumes qu'on aborde parmi les différents modes de cuisson des légumes, de céréales, de légumineuses, etc., dans le programme Alternative Cuisine. Et on a compilé et je vais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est tous ceux qui ont suivi un jour ou l'autre des formations avec moi ont entendu parler de ce mode de cuisson. Et je vais à nouveau partager mon écran d'une manière qui me permette de voir mon... Je n'arrive pas à... 2 secondes. Je vais partir là-dessus. C'est pas un métier facile, hein, les webinaires. Ah non, puis on a beau répéter, on a toujours des nouveautés avec la technique. Voilà, On y donc est, c'est parfait. ça vous voyez des poireaux que j'ai coupés blancs et verts pour garder tous les sels minéraux qui sont les sels minéraux, vous savez, ça amène du goût, qui sont dans le verre de poireau et plus vous allez vers la pointe, plus c'est riche en fait. C'est vraiment intéressant quand on achète 1 euro de poireau de se dire on va cuisiner tout. On enlève juste les cheveux et encore on peut faire des bouillons avec les cheveux si on veut, les cheveux c'est-à-dire les racines. Et ce poireau, je l'ai coupé là en morceaux blancs et verts. Et on va voir ce mode de cuisson ultra simple qui consiste simplement à remplir une casserole,
Une casserole en inox parce que c'est ce qui fait le moins d'échanges avec l'aliment. Et puis avec simplement un petit fond diffuseur. Une casserole comme celle qu'il y a sur l'image, ça vaut 20 euros à peu près un petit peu partout. Et si on n'a pas le bon couvercle, on met une assiette. Et regardons un petit peu comment ça se passe. On a dans la casserole rien, parce que si on mettait de l'huile au départ par défaut, on ne ferait que l'abîmer. Quand il n'y en a pas besoin, on n'en met pas, on va plutôt la mettre à la fin pour qu'elle donne toute sa richesse et tout son goût. Le sel va permettre au jus du poireau de dégorger. On va mettre un tout petit peu d'eau parce que c'est un peu sec si on vient pas juste de rincer les légumes. Et ça va permettre de démarrer la cuisson à feu vif pour que le poireau est chaud, commence à rendre de l'humidité et remplisse de vapeur l'espace. Quand on sent que le couvercle est chaud, on baisse. Et pour des poireaux, c'est l'affaire d'une quinzaine de minutes pour arriver à cette étuve pleine de poireaux qui ont fondu et qui ont rendu du jus sans qu'on y mette pratiquement rien au départ, qu'un peu de sel et 3 gouttes d'eau. Et on va donc en profiter pour y mélanger une bonne crème fraîche puisque ça a cuit sans rien, c'est une possibilité parce qu'on peut mettre bien d'autres choses et ce poireau peut aller dans d'autres plats. Deuxième euh, exemple, c'est le même mode de cuisson, sauf que maintenant il y a deux légumes. Il y a un légume bulbe qui va surcuire parce qu'on va le mettre au fond. C'est ce fameux fenouil qui va devenir beaucoup plus sucré et beaucoup moins fort en anis, beaucoup plus gourmand quand il sera surcuit comme un oignon. Et puis du potimarron qu'on a cuisiné avec sa peau. Et puis, cette fois, il va y avoir une petite touche aromatique avec l'ail et les herbes de Provence. Alors, on y va, c'est la même méthode. J'ai pas le bon couvercle, donc j'ai pris une assiette, le fenouil au fond avec son sel, un petit peu d'ail et d'herbes de Provence écrasées pour libérer toutes leurs huiles essentielles, et puis dessus, le fenouil avec un repère de sel que je vais vous expliquer en faisant un petit arrêt sur image. Bien sûr, on peut cuisiner sans sel. Ça, c'est une liberté, mais le sel n'est pas mauvais pour la santé, ce qui est l'excès de sel qui nous pose problème. Et en fait, on va, dans cette approche, dans cette pédagogie, puisqu'on travaille aussi pour avoir une cuisine qui nous maintient en bonne santé, qui nous apporte du plaisir et qui a les goûts qu'on souhaite, simplement se donner le repère d'une cuillerée de sel légèrement bombée et pour 1 kilo de légumes à cuisiner, c'est 40% moins que ce qu'on a dans le pain, c'est-à-dire c'est 6 grammes par kilo au lieu de 10 grammes dans 1 kilo de pain tel qu'on peut le manger. Et l'intérêt de ce sel pour moi, dosé avec cette méthode de la petite cuillère, c'est que ça a quand même un facteur de cuisson puisque partout où il y a du sel, il fait plus chaud, ça dégorge, ça produit du jus, ça produit de la vapeur et ça nous permet d'avoir à la fin un jus extrêmement parfumé qu'on pourra utiliser. Alors, on va regarder le début de cuisson, c'est la même histoire, un petit peu d'eau pour sécuriser quand on démarre à feu vif, l'assiette en guise de couvercle, le démarrage à feu vif. C'est chaud, je baisse au minimum. Et pour du fenouil potimarron, la cuisson qui se produit autour de 90 degrés va se durer à peu près 20 minutes. On mélange et là, je voulais garder les légumes sans jus et j'ai un jus absolument somptueux qui va me servir à cuire des lentilles ou un riz. Troisième exemple, et vous allez comprendre que c'est exactement la même logique, et cette fois, c'est d'autres légumes encore, de l'oignon, de la courge butternut, de la carotte, du navet auquel on a gardé la peau, les petits épinards, on a capté ça fin mars, on avait déjà des beaux épinards de producteurs dans le sud-ouest, et on va faire une jardinière avec la même méthode. Et si vous avez bien regardé, la casserole de poireaux était pleine, la casserole de fenouil potimarron était pleine, et à nouveau, la casserole est pleine. C'est ça qui nous permet de cuire sans eau, en produisant un jus extrêmement goûté, sans matière grasse, parce que dès l'instant qu'un espace est plein de légumes comme ça, on produit du jus mécaniquement en mettant de la chaleur, et ça nous évite de mettre de la matière grasse qui s'abîmerait pour rien en début de cuisson.
Il y aura des cuissons où on fera suer des oignons avec un petit peu d'huile au départ parce qu'on aura d'autres objectifs, notamment aromatiques. Mais pour des légumes du quotidien, c'est toujours une surprise, y compris pour des cuisiniers de métier, de s'apercevoir que cette cuisson où on n'a rien mis, où on a zéro geste, parce que ça cuit tout seul pendant qu'on fait autre chose, donne des jus extrêmement savoureux. Donc c'est parti, on y va avec, à chaque fois, vous allez voir, les oignons, la petite dose de sel, la courge butternut, le légume fruit qui va rendre de l'humidité en fond. Ensuite, les carottes et navets coupés plus petits qui vont cuire dans la vapeur de la butternut. Et les épinards, légumes feuilles plus fragiles, qui vont être tout en haut. Bulbes, fruits, racines, feuilles, c'est un ordre très idéal quand on veut faire comme ça des cuissons avec que des légumes. Et pour ceux qui connaissent un peu les cuisines du monde, ben, en fait, c'est comme un tagine, ce qu'on fait là. C'est d'enfermer, c'est d'étouffer dans une étuve des légumes qui sont bien assez grands pour produire de l'eau tout seul et nous donner un jus absolument délicieux. Bien sûr, les épices arriveront euh, après, quand on a compris ces méthodes-là. D'ailleurs, ces méthodes, on les comprend à petite échelle, et c'est ça qui permet après, quand on les a vraiment assimilées, de les appliquer à très grande échelle pour quand on cuisine comme ça des légumes proches dans des cuisines de collectivité. Voilà, alors le potimarron qu'on avait fait tout à l'heure, j'en avais gardé au froid. La partie égouttée, j'ai utilisé le jus pour cuire autre chose. Et dans cette session de captation vidéo, on a filmé aussi une méthode de pâte à tarte. On va pas la montrer ce soir. C'est une pâte à tarte qui se fait en 1 minute. Et c'est tellement facile à faire. Alors, bien sûr, il faut les étaler. Ça prend un tout petit peu plus de temps d'étaler, mais la pâte elle-même se fait en 1 minute. Et donc, c'est très facile d'en faire 2 ou 3 fonds de tarte d'avance qu'on va pouvoir garder une quinzaine de jours, comme du biscuit sec. Et c'est ce qu'on a fait avec cette tarte, puisque le potimarron est tellement sucré, tellement savoureux, cuit par cette méthode sans geste, qu'on va juste avoir à remplir notre casserole, notre fond de tarte, pardon, sans avoir besoin de mettre spécialement de liaison d'œufs, de produits laitiers ou autres, ou de sauce. Et un petit peu d'un fromage local, c'est presque la seule matière grasse qu'il y a là-dedans, avec un petit peu de matière grasse dans la pâte. Et voilà la tarte gratinée, sans plus d'effort que ça. La jardinière qu'on a fait avec les 5 légumes tout à l'heure, elle, je l'ai mis dans la même tournée, dans un appareil à quiche, un appareil avec de l'œuf et du fromage blanc. Pourquoi du fromage blanc plutôt que de la crème fraîche? Bah parce que ça va donner beaucoup plus goût de légumes. La crème fraîche masque le goût des légumes. C'est évidemment plus gras, ça peut être considéré comme plus confortable en bouche, mais ces bons légumes qu'on a achetés, qu'on a cuisinés avec soin, euh, auront beaucoup plus de goût dans une quiche avec un appareil plus léger, qu'on va étaler simplement. Voilà, vous voyez, c'est un plat très complet en légumes. Il y a 1 kilo de légumes dans une tarte pour 8 personnes avec 4 œufs et 500 grammes de fromage blanc. Et puis, voilà, le fromage est facultatif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur une tarte comme ça. Et voilà la quiche qui fait presque 2 kilos. Et ça fait donc 8 belles parts. Quand on est peu nombreux à la maison, on peut congeler des parts de tarte et euh, avoir ce plaisir. Et pour finir, je voudrais vous montrer 2 plats qui ont été faits avec du sarrasin. Alors, est-ce que ça veut bien s'arrêter? Du sarrasin. Et dans la casserole, il y a une potée de choux que j'ai fait avec la même méthode. Cette fois avec 3 légumes, oignons, carottes et choux. Et tous les gens, ça fait 40 ans que je fais goûter cette jardinière de choux, oignons, carottes, choux, simplement cuit sans geste à l'étouffer dans une casserole pleine. Tous les gens qui goûtent ça sont stupéfiés de la finesse du goût de ce plat de choux. Notamment quand vous arrivez au printemps avec les choux pointus, les choux nouveaux, mais aussi toute l'année, même avec les choux blancs, lisses qu'on a l'hiver. Et voilà notre garniture de choux extrêmement sucrée,
Et je suis en train d'étaler ça dans des plats dans lesquels on a des graines de sarrasin. Donc ça, c'est tout un autre pan de ce programme de formation d'apprendre à cuisiner les céréales. Vous voyez la part de tarte de tout à Ouais, l'heure? ouais, ouais, ouais. Ah oui, C'est reparti. oui, oui. Merci. Voilà, donc la galette qui a été faite avec un petit peu d'œuf et de yaourt et des grains de sarrasin cuits avec un très bon goût de galette bretonne. La potée de chou qui arrive, c'est des plats extrêmement économiques. Et pour cet extrait de leçon, ce court extrait de leçon, j'ai choisi de vous en montrer une déclinaison avec un peu d'une viande sous label, bio, de qualité, un cochon qui a vécu une vie de cochon, comme j'aime bien le dire. Pour ceux qui aiment une cuisine un petit peu plus traditionnelle, qui ne mangeront dans un plat comme ça pas plus que 15 grammes de lardon par personne, et la version avec du tofu fumé. Et on va les voir juste terminer avec très peu de fromage, et puis mis au four et sorti gratiné. Donc ça, c'est des exemples de ce que un mode de cuisson maîtrisé permet ensuite de réaliser comme diversité de plats. C'est des dizaines de sortes de plats différents qu'on peut faire. Mais ce que je voulais vraiment vous proposer ce soir, c'était vraiment cette idée que on a tout un pan de possibles à partir de la connaissance des légumes, à partir de la connaissance des modes de cuisson, qui va complètement renouveler notre rapport à une cuisine qu'on pense toujours longue à faire, euh, pleine de complexité, trop chère, etc. Les plats que vous avez eus sous les yeux sont plutôt très économiques, même avec des légumes bio. Je pense qu'il y a une chose, Gilles, aussi que tu as pas mentionné qui est importante, c'est qu'il y a très peu de perdition, en fait. C'est-à-dire que Ah oui. sur 100, il y a quasiment 100. Je veux dire, économiquement aussi, ça a beaucoup d'importance, en fait, parce que acheter des légumes bio, tout le monde n'a pas toujours les moyens. Mais en plus, on a une restitution quasiment à l'identique. Tu vois, il y a pas de déperdition. Il y a des légumes, tu perds 20-30, et c'est quand même énorme par rapport à l'assiette finale, quand tu dois nourrir 4 ou 5 personnes à la maison. Oui, et ça, tu as raison de le dire. Là, on va dire, c'est la valorisation maximale des Mmh. choses qu'on achète et qu'on a payé à un producteur ou dans un circuit plus ou moins long. Mmh. Mais c'est aussi de se dire que quand on commence à avoir les clés de de ces façons de cuisiner, le concept de reste disparaît. Ça reste. Et c'est même plus des recettes zéro gaspille, c'est que la façon qu'on a de cuisiner ne génère pas de déchets puisque le reste de potimarron qu'on a fait hier va terminer sur une galette ou va terminer dans un petit burger ou va terminer dans un gratin ou sur un fond de tarte. Et il y a toujours, à partir de l'acquisition de ce langage, une utilisation en fait des produits. Voilà. Alors, dans les questions, on a une première question sur la congélation. Est-ce que ça diminue ou pas les vitamines et l'énergie des légumes? Alors, je vais répondre le plus brièvement possible. Les études à grande échelle sur des populations ont montré que l'important c'était d'abord de manger des légumes et qu'elles soient frais, en conserve. Voilà, c'est déjà l'important, c'est de manger des légumes. On a forcément une légère perte. Ce qu'il ne faut pas congeler, c'est les choses qui sont très riches en eau. On va, Vous pouvez tous comprendre qu'on ne va pas congeler une tomate parce qu'elle va exploser à la congélation. Dès l'instant que vous avez des choses cuisinées, les légumes sont pris dans un appareil, là, comme la part de tarte qu'on a vue tout à l'heure. La dégradation est très modérée de congeler une part de tarte sur les morceaux de 40 qu'il y a dans les légumes. Il y a évidemment une dégradation quand on cuit les légumes parce qu'on perd, quand on passe au-dessus de 85 degrés, une partie de ces vitamines, mais c'est pour ça que l'équilibre alimentaire, c'est de mettre une salade à côté de votre tarte. Une deuxième question, c'est la il y a eu pas mal d'échanges, pas forcément de questions, mais sur la conservation des légumes. Alors, un certain nombre de personnes ont donné leurs tuyaux dans un sac, papier et sac plastique au frigo. Mais en tout cas, la question se pose sur, voilà, conserver ses légumes au frigo, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que voilà. En fait, un des inconvénients d'un frigo, c'est que ça dessèche, hein. C'est que c'est des échanges d'humidité permanents.
Et donc, si vous mettez votre légume à ciel ouvert dans votre frigo, il va sécher. Dès l'instant qu'il est emballé, ça peut être dans un papier, ça peut être dans une boîte hermétique. Je dirais le problème, mais il n'y a pas vraiment de problème, hein. Enfin, c'est surtout, il faut voir pourquoi on fait ça. Si c'est dans votre organisation, parce que vous avez du temps le lundi ou vous avez du temps le dimanche, de mettre en avance des légumes que vous allez cuisiner le jeudi, il faut le faire. Plutôt que d'être tout le temps en flux tendu, de se dire, bon, mercredi, jeudi, ben, j'achète des plats cuisinés ou une pizza parce qu'il n'y a rien d'avance. Et moi, je viens pas faire d'injonction à vous dire, il faut faire comme ça, mais il y a un moment donné, on a envie d'avoir plus de fraîcheur, on a envie d'avoir plus de bons produits. Et ces méthodes-là, leurs inconvénients sont assez modérés. Le sarrasin que tu as utilisé tout à l'heure en fond de plat, quelqu'un se demande comment tu l'as préparé. Alors, là, mon équipe m'a remonté les bretelles hier sur le précédent webinaire. Je ne vais pas répondre parce que ce serait trop long et qu'aujourd'hui on parle des légumes et que j'y reviendrai probablement dans un prochain webinaire pour vous donner une idée de comment on aborde les céréales. Mais dans le programme, c'est un vrai sujet. Ces céréales avec leurs fibres autour, les céréales complètes, comment on les cuit pour qu'elles libèrent tout leur parfum et qu'elles soient agréables à manger et digestes. Je me suis permis de répondre à l'ordre de placer les légumes dans la casserole qui est ce que tu avais montré, c'est-à-dire oignons, carottes, potimarron et au-dessus Non, les épinards. non, Ah, non, c'est alors vas-y. en fait, les légumes fruits sont riches en eau. Oui. Et en fait, à la chaleur et avec un peu de sel, ils vont rendre de l'eau. C'est pour ça qu'on les met plutôt dans le bas de la casserole, coupés plus gros, parce qu'ils cuisent plus vite. Donc c'est oignons, Et les potimarron, légumes carottes. racines Ouais, arrivent au-dessus. Ils ok. vont cuire dans l'humidité des légumes. Et donc, si vous voulez retenir cet ordre idéal, quand vous avez plusieurs légumes, c'est bulbe, fruits, racines, feuilles. À l'étage des racines, ça peut être aussi les petits pois ou les haricots verts coupés fins, c'est-à-dire les légumineuses fraîches. Ça peut être des légumes fleurs qui sont un peu consistants. On va dire que les légumes plus durs sont plutôt au-dessus des légumes fruits. Mais des fois, vous avez que trois légumes. Ben, vous mettez dans cet ordre-là. La potée de chou, c'est oignon, carotte, chou. Et ça marche très bien. Et ce qu'il faut, c'est que la casserole soit pleine. Dernière question. Quels sont les bénéfices de la lactofermentation? Je ne sais pas si tu seras d'accord pour y répondre. Alors, je suis pas très compétent, très honnêtement. J'ai pas beaucoup de pratique en lactofermentation, mais ce qu'on sait, c'est que les ferments lactiques, quand on tasse, comme ça a été un mode de conservation quand même pendant des millénaires. Et vous voyez, souvent, c'est ça qui est très intéressant je sais pas si je peux dire millénaire, mais certainement des siècles. Euh, Ce qui est très intéressant, il y a un livre de Marc-André Sellos sur le cru, le cuit, le fermenté. Enfin, il y a des livres de référence là-dessus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que les alimentations du monde, les alimentations natives, les cuisines du monde, elles ont montré qu'elles étaient durables. Souvent, on cherche à réinventer le fil à couper le beurre. La fermentation a été beaucoup utilisée pour conserver. Et figurez-vous qu'un chou, une fois qu'il a lacto-fermenté, il a plus de vitamine C que le chou cru. Parce que Mm. les ferments lactiques ont produit, pardon, de la vitamine C. C'est pour ça que le jus de choucroute est réputé euh, pour les gens fatigués. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, par exemple, l'hiver, dans vos salades, d'utiliser des brins de choucroute crus pour jouer le rôle du vinaigre avec un peu d'huile, pour donner un petit peu de... Et c'est une manière d'avoir des apports de vitamine C sans passer par le rayon complément alimentaire. Je te propose qu'on reboucle avec finalement cette formation. Pourquoi cette formation aujourd'hui? Il y a quand même pas mal de questions aussi autour de ça. Et puis avant que Muriel nous présente, on va dire, le fonctionnement pour pouvoir s'inscrire. Oui, en fait, c'est presque 40 années d'expérience d'atelier de cuisine. Euh, Ça m'a montré que cette pédagogie de la connaissance des produits et de leur transformation la plus simple, puisque on parle du quotidien, donc on sait très bien la charge que c'est que de cuisiner tous les jours. Euh, ça, une fois qu'on a ça, on devient très outillé. Mais mes ateliers en présentiel, qui étaient de plus en plus chargés au fil des années, m'ont montré que dans un temps d'une demi-journée, d'une journée, 2 journées, on ne peut pas.
intégrer les repères qui permettent de comprendre comment on va décliner une recette. Ce que ça veut dire de dire, ben voilà, tu peux mettre telle céréale, tu peux mettre dans la galette qu'on a vue tout à l'heure, ça pouvait être une galette de couscous, de boulgour, de riz, ça peut même être une galette de coquillettes, si vous voulez, sous des légumes. Et on peut comme ça acquérir une liberté, mais ça demande du temps, et c'est toujours intéressant de pouvoir revoir. Et donc, il y a cette décision, il y a 2 ans, de proposer un programme beaucoup plus complet que tout ce on peut faire en présentiel, mais qui laisse, puisque ça n'est pas une compilation de tutos recettes, c'est vraiment quelque chose qui laisse le temps à nos neurones de s'approprier les choses. Et, euh, et c'est pour ça que c'est un programme avec des accès individuels, puisque chacun, peu à peu, évolue dans sa connaissance des aliments. Et je passe la parole à Muriel qui va vous expliquer comment on a pensé ça et conçu ça. Oui, merci. Je voulais juste dire que ça me fait hyper plaisir qu'on ait des webinaires et j'espère que vous reviendrez parce que en fait, c'est un peu le moment où on est en connexion avec le monde extérieur. Et voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir eu autant de réponses aussi à toutes nos questions et de pouvoir justement revenir vers vous en direct. Alors, oui, pour la formation, donc je vais vous dire très rapidement en quelques lignes, en quelques minutes, en fait, de quoi il s'agit. Donc, c'est une plateforme, en fait, d'enseignement à distance qui sera accessible à partir du mois de novembre. Vous pourrez effectivement vous connecter de façon individuelle pour pouvoir justement progresser et apprécier vos progrès, en fait, chacune à votre rythme. L'idée, c'est vraiment de vous donner le temps, en fait, de justement d'obtenir, d'acquérir les clés en fait pour euh, pouvoir répéter cette façon de cuisiner. Donc vous aurez sur cette plateforme en fait une diversité de supports pour vous permettre d'apprendre de manière vraiment agréable. On a vraiment pensé à des propositions qui ne sont pas uniquement écrites. Donc vous aurez en termes de support, des vidéos qui seront des vidéos tutoriels hein, ou des vidéos illustrées. Des vidéos illustrées, c'est avec des images, donc pour ouvrir aussi votre imaginaire. Vous aurez à l'arrivée dans une leçon, à chaque fois la compétence que vous allez pouvoir acquérir. Et également, à la fin de cette leçon, un quiz qui va vous permettre de vérifier que vous avez compris. C'est quelque chose qui est très important justement dans la progression, c'est de pouvoir en fait un petit peu interagir et vérifier en fait sous forme de tout simplement de questions-réponses en fait qu'on a compris quelque chose et ou de se faire repréciser. L'avantage de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir y revenir en fait justement, c'est de pouvoir revoir des vidéos, c'est de pouvoir réécouter des choses, mais c'est aussi de pouvoir accéder à des fiches qui résument en fait des leçons ou à des fiches mémo qui sont en fait des fiches très pratiques que vous pourrez télécharger, que vous pouvez regarder en fait pour retrouver par exemple un temps de cuisson ou un volume au moment où vous serez en train de pratiquer dans votre cuisine. Cette formation, donc elle sort fin novembre, elle est disponible vraiment pour tout le monde, donc elle s'adresse vraiment à n'importe quel niveau. En fait, vous aurez toujours des choses à compléter en fait en termes de savoir. Il s'agit vraiment de vous permettre de maîtriser la méthode de la cuisine alternative après avoir passé justement dans le détail des fondamentaux. C'est vraiment pour ça qu'on l'a créée à distance. Elle va être accessible sur un écran quel qu'il soit. En fait, il suffit que vous vous connectiez à Internet. Donc, ça peut être sur un téléphone ou une tablette ou votre ordinateur, bien évidemment. Je vais juste reprendre quelques petites questions pratiques aussi à propos qui ont été posées justement à propos du financement de la formation. On nous a demandé si c'était possible que ça passe par le CPF ou l'OPCO. En fait, la formation n'est pas certifiante, donc en fait, elle n'est pas finançable, mais on en a tenu compte justement dans le choix des tarifs. Vous aurez 3 formules en fait à choisir. Donc une formule très simple qui est la formule essentielle qui vous permet d'accéder de façon limitée dans le temps à 1 an de formation et 2 autres formules, l'une qui est illimitée et l'autre qui est illimitée mais avec
des webinaires qui sont prévus avec Gilles Babot, dont il va vous parler dans un instant. Là, vous avez sur votre écran le QR code qui vous envoie vers la page en fait de prévente sur laquelle vous allez retrouver surtout la foire aux questions. On a répondu à beaucoup de questions justement en direct parce qu'on savait qu'on n'aurait pas beaucoup de temps ce soir. Donc vraiment, vous êtes invités à aller les lire. Et vous retrouverez également des résumés sur en fait la formation elle-même et beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de vous dire, mais voilà, vous pourrez en tout cas en savoir beaucoup plus. Donc Il y a je une passe. prévente d'ici la fin de la semaine, je crois, Muriel. C'est ça quand même l'idée. Oui, c'est ça. On a lancé les préventes hier, hein, donc c'est toute cette semaine. La formation est à moins 30%. Peut-être Gilles, tu veux préciser quelques Ouais, donc de vous petites dire choses sur les merci webinaires. Muriel. Mm. Ouais, Mm. ouais, merci. L'idée, c'est de vraiment le contenu de cette formation qui, avec ses plus de 70 leçons de différentes natures, hein, entre les vidéos, les podcasts, enfin tout ce que tu as énuméré tout à l'heure, c'est c'est quelque chose, quand on cherche l'équivalent dans ce qui se fait en formation à distance, on est sur des budgets beaucoup plus élevés, hein, au-dessus de 1 000 euros. Et nous, on a choisi de faire des prix assez bas pour que ça puisse, compte tenu de la profondeur de l'apprentissage, de la qualité de l'apprentissage, rester quand même accessible avec la formule à 390 qui est la formule simple avec un accès pendant un an, la formule à 450 qui est vraiment la référence pour avoir accès en illimité au contenu de cette formation. Dans la formule soutenue, il y a 6 webinaires. Alors, ce sera des webinaires d'un autre type que ce qu'on fait là, puisque ici, cette année, là, dans cette année où nous, on crée les supports, où on fabrique cette formation, on a plutôt ces temps sont plutôt destinés à montrer des choses et à percevoir un peu ce que va être ce programme et par ces campagnes de prévente aussi nous permettent de le financer tout en permettant à vous de les acquérir là avec une remise d'un tiers du prix. Et, euh, et ensuite, les webinaires dans la formule soutenue, ce sera des webinaires vraiment interactifs, c'est-à-dire que les gens qui auront pris cette formule complète auront, on aura tous les mois la possibilité, et si vous l'avez raté une fois, vous pourrez suivre sur la session ultérieure, une partie thématique, une partie de réponse aux questions issues de la pratique et de l'échange en direct, vraiment de l'échange en direct, c'est-à-dire que ce sera un peu différent de la formule qu'on a là aujourd'hui, qui est plus pilotée par nous, sans vous laisser vraiment l'espace de poser des questions, mis à part celles qui ont été reprises par Françoise du chat. Voilà, donc on peut vous inviter. Alors, je veux vraiment remercier Françoise Vernet, elle utilise souvent le mot de bienfaiteur. C'est vraiment quelqu'un qui met de la lumière partout où elle passe et qui contribue à un monde meilleur, humainement et à tous les niveaux, de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Et je ne sais pas si vous voulez, mes collègues, poursuivre ou si vous voulez qu'on réponde encore à quelques questions, parce que peut-être les gens ont encore un peu de temps. Moi, je voudrais juste, merci Gilles, tu m'as fait rougir, mais je voudrais juste inciter tout le monde vous avez une foire aux questions, vraiment sur la page de la formation, ou un certain nombre de questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu. Par exemple, combien d'heures de formation cela représente-t-il au total? Enfin, voilà, il y a un maximum d'informations et de questions qui ont déjà été reprises. Est-ce que tu voulais Bon, dire autre chose, Muriel? Oui, la foire en question, elle se trouve sur la page de prévente, donc là où vous pouvez préacheter. Euh, Elle est là simplement parce que lors des derniers webinaires, c'est l'endroit où en fait on a posé la foire aux questions. Donc je précise ça parce que sur la page de présentation, on on va pas trouver ces questions, mais il y a eu énormément de questions qui ont été posées au fil du temps et donc on a vraiment pris le temps d'y répondre et en étant le plus précis possible.
Moi, je vous invite aussi à vous abonner parce que dans cette année de création, je vais envoyer aussi régulièrement des contenus. On a commencé à faire des billets de blog, des podcasts. En particulier, le podcast, dont la première partie est sortie il y a une dizaine de jours, et jeudi, pour les abonnés, vous aurez le lien pour la suite, mais ce sera aussi possible de le trouver très facilement sur mon site à la page blog. C'est des podcasts que j'ai faits sur le thème est-ce qu'il faut manger de la cervelle pour être intelligent? Croyez-moi, ça n'est pas si anodin que ça de réfléchir et de s'arrêter 5 minutes sur cette idée très partagée chez les êtres humains qu'on devient ce qu'on mange. Eh ben, quand on va faire une alimentation et une cuisine plus riche en légumes, avec peut-être aussi des légumineuses et des choses qui sont moins habituelles pour les personnes qu'on a autour de nous et pour soi-même, il est vraiment intéressant de se poser la question de quels sont les récits, quelle est l'identité des plats qu'on prépare. Et voilà, vous allez voir, c'est assez amusant. Je vous invite à les écouter, ces podcasts. Et puis, on va aussi, cette année, donc vous verrez dans la foire aux questions, on répond à la formation deviendra certifiante, mais on n'a pas matériellement le temps de le faire cette année, puisqu'on réalise beaucoup de vidéos, beaucoup de supports, beaucoup de contenu, et ça viendra ensuite. Mais encore une fois, même si c'est un investissement qu'on vous propose de faire à l'avance, ben, vous pouvez profiter de cette période de prévente à tarif très très bas parce que bah, c'est peut-être l'occasion pour vous de l'avoir avec aussi les facilités de paiement, mais c'est aussi pour nous des moyens euh, pour avoir tous les outils de montage, de belles illustrations, etc., qu'on vous prépare. Et moi, j'aurais juste un petit mot de la fin pour dire à Valérie, pour avoir suivi des stages avec Gilles, avoir lu les livres, la formation, en fait, elle vient d'abord rappeler, parce que si on a fait un stage il y a 5 ans, on a lu le livre il y a 3 ans, on peut oublier les choses, et elle vient surtout nous aider à vraiment mettre en pratique, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que souvent, il nous manque le dernier petit coup de pouce et de se dire, j'ai accès à cette information immédiatement à 10 heures du soir, à 4 heures du matin. Enfin voilà, quand je veux cuisiner, c'est quand même un luxe extraordinaire. Et les capacités pédagogiques et de partage de Gilles sont quand même assez extraordinaires. Voilà. Un grand merci à tous. Bonne soirée, bon appétit. Si vous n'avez pas encore cuisiné les lasagnes ou la ratatouille sicilienne. Et à très bientôt sur nos ondes. Bonne soirée. Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup.